Voilà, nous continuons si vous voulez bien. Vous pourrez garder sous la main les fiches historiques pour les dates, en particulier document 2, pages 2 et 3, sur la droite de la page. Voici le plan que je vous propose. Voilà. Alors, un premier point, la formation. L'enfance. Donc, André Coindre est né à Lyon, comme vous savez, 1787. L'aîné d'une famille d'au moins 7 enfants, dont 4 sont morts en bas âge. Il a été baptisé le 28 février par l'abbé Antoine-Joseph Lernois, qui sera massacré 5 ans plus tard et dont le corps sera mutilé et la tête portée sur une pique et suspendue au tilleul de la plus grande place de Lyon. Un des premiers martyrs de la Révolution française à Lyon. C'est l'acte de baptême d'André. Et vous voyez la signature Lernois. Nos bonnes traditions d'institut voudraient que la mère d'André apprie elle-même les prières à son fils et lui enseigne le catéchisme. Mais c'est probablement une pieuse supposition. Quand on lit dans la vie de Monseigneur Miolan, né en 1788 dans la même paroisse, quand on lit « Pas un crucifix ne restait à la maison », la crainte d'indiscrétion de ma part faisait qu'on ne me faisait même plus prier. Et l'administrateur du diocèse de Lyon, pendant la Révolution, prescrivait de cacher ou de détruire les livres saints parce qu'on pratiquait des perquisitions jusqu'au domicile des citoyens les plus pacifiques. Alors, avec quelle prudence, quelle progressivité, André Coindre et ses frères et sœurs furent initiés au mystère de notre foi, il faudra se résoudre à l'ignorer. Mais ce qui est sûr, c'est que la plus vigilante circonspection n'empêchait nullement l'audace la plus folle dans ce domaine. En effet, le même administrateur avait par exemple organisé l'œuvre des demoiselles catéchistes qu'il employa à partir de 1793, au milieu même de la plus violente persécution, durant la Terreur, à faire visiter les prêtres, les religieuses et les autres personnes détenues, les malades de l'hôpital, et aussi à faire clandestinement le catéchisme aux jeunes filles et à les préparer en grand secret à leur première communion. De semblables institutions furent créées pour les garçons. Tout laisse à penser qu'André bénéficia de ces dévouements.
Il était pourtant dangereux, à cette époque, à Lyon, de s'afficher croyant, comme d'être reconnu royaliste ou d'avoir participé à la rébellion de la ville contre le gouvernement révolutionnaire. La formation scolaire initiale d'André Coindre nous a longtemps été complètement inconnue. On émettait des hypothèses, dont la plus plausible consistait à dire qu'à l'âge de 8 ans, le petit André fut envoyé par ses parents en classe chez un maître du voisinage, probablement un prêtre réfractaire, comme il y en avait tant qui, profitant de l'anonymat de la ville, pour se cacher, exerçaient cette profession clandestinement, car la liberté d'enseigner n'était reconnue qu'à celui qui avait prêté serment au gouvernement, la constitution civile du clergé. Nous n'avons pas les moyens actuellement de discerner avec certitude la part de vérité de ces suppositions concernant la petite enfance. Elles reposent peut-être sur des traditions orales qui n'ont pas laissé de traces. Mais nous avons découvert en 2001 que de 1799 à 1802, pendant le consulat, André a été élève dans un collège-lycée public qui venait d'être ouvert sous le nom d'École centrale et qu'il y a gagné des prix d'excellence en français notamment. En 1802, l'École centrale ferma ses portes et l'on peut penser qu'André Coindre suivit alors ses maîtres au lycée public jusqu'en 1804. On s'explique mieux alors qu'il ait pu entrer ensuite sans difficulté au petit séminaire de l'Argentière en 3e, système français, ça veut dire 15 ans, et y effectuer un brillant parcours. Et nous voyons, et nous trouvons donc André Coindre au petit séminaire. En 1804, on le retrouve donc au petit séminaire Notre-Dame de l'Argentière qui vient d'ouvrir ses portes. Le Concordat, c'est en 1802. En 1804, le petit séminaire est ouvert. Excusez-moi. On sait que l'archevêque de Lyon, Monseigneur Fesch, l'oncle de Napoléon, n'avait qu'une idée en tête, fonder des séminaires pour former un nouveau clergé indispensable à la rechristianisation du pays. Napoléon ironisait sur lui, sur son oncle. Si on mettait mon oncle dans un alambic, il en sortirait des séminaires. Et l'on voit en effet chez le prélat une sorte d'obsession pour ces institutions. Il écrit au vicaire général chargé des séminaires. C'est des séminaristes que vous devez vous occuper. C'est là votre poste d'honneur. Ce n'est que là que vous trouverez le chemin du ciel. Je vous dispense de tout autre travail. Et encore, pour l'amour de Dieu, pour l'Église que vous aimez, je vous conjure de vous décharger sur M. Paul des religieuses, des sœurs, des frères et de tous ceux et celles qui occupent votre confessionnal. Vos grandes obligations, le paradis même, sont sur les clochers des séminaires. Si j'étais à Lyon, je mettrais le feu à votre confessionnal. Et je vous proteste que vous n'y faites pas le bien. Vous y perdez un temps précieux. Et il écrit à un autre prêtre. Je ne suis pas content de M. Cholton. Je vois bien qu'il est toute la journée au confessionnal et que tout son temps est partagé entre les sœurs.
Qu'avons-nous à attendre des religieuses, des sœurs? Est-ce qu'elles vont guérir les plaies de l'Église? Pourquoi donc perdre le temps avec elles? Qu'il abandonne à M. Paul les dévotes, les religieuses, les sœurs, les frères, qu'il me donne des nouvelles de mon grand séminaire et qu'il peuple mes petits séminaires. André passera 5 ans au petit séminaire de l'Argentière. Il y fera des études classiques, beaucoup de latin, les classiques français, un peu de grec, mais aussi, étonnante innovation pour l'époque, une année dite de physique, c'est-à-dire de sciences et de mathématiques. C'était rare à l'époque. Astronomie, hydrostatique, aérométrie, mécanique, statique, physique, réservée aux meilleurs élèves. Il obtient, naturellement, d'excellentes notes et des appréciations qui vont de pair en progressant. La première année, appréciation, pieux et appliqué et ouvert, progrès satis bene, assez bien, conduite bene, bien. La seconde année, il s'est un peu habitué, un peu léger, parleur, mais bon cœur, exact à tous ses devoirs, un peu susceptible, mais très franc, pieux, édifiant. Et par la suite, travaille très bien, excellent. Le grand séminaire. Après avoir brillamment achevé son séjour à l'Argentière, petit séminaire, André peut entrer au grand séminaire Saint-Irénée, situé place Croix-Paquet, au-dessus du Rhône. On ne connaît pas grand-chose de la façon dont il vécut personnellement son grand séminaire, sinon qu'il a de bonnes appréciations sur son savoir et sa conduite, et qu'il se prépare à sa mission, soutenu par la devise « N'épargne nul effort pour devenir sel de la terre et lumière du monde. » N'épargne nul effort pour devenir sel de la terre et lumière du monde. Ce séminaire, Saint-Irénée, formera des quantités de prêtres. De 1802 à 1815, en 13 ans, 413 prêtres, 32 par an. Et parmi eux, une foule d'hommes appelés à la célébrité. Un cardinal, 5 évêques, 4 fondateurs d'instituts, dont Marcellin Champagnat, fondateur des Maristes. André Coindre reçoit l'ordination des mains du cardinal Fesch le 14 juin 1802 à la cathédrale de Lyon. Et il célèbre sa première messe dans l'église de son baptême, Saint-Nizier, en présence de ses parents. Mais le séminaire n'est pas achevé pour l'abbé Coindre, qui s'est distingué, trouve-t-on dans l'appréciation écrite à son sujet, qui s'est distingué non seulement par ses qualités sacerdotales, mais encore par ses dons notoires d'orateur. Et il est appelé à se consacrer durant 6 mois à la culture de l'éloquence sacrée. Cette période de formation achevée, André Coindre est nommé premier vicaire à la paroisse Notre-Dame de Bourg-en-Bresse. Ça, c'est le missionnaire. La paroisse Notre-Dame de Bourg-en-Bresse se trouve à 60 km de Lyon. La ville compte dans les 10 000 âmes. 10 000. On remarque dans les registres paroissiaux
qu'il administre beaucoup de baptêmes, 320 en 2 ans et 8 mois, 10 par mois, pour une ville de 10 000 habitants, mais aussi qu'il préside à de nombreuses sépultures d'enfants ou de jeunes. C'est toute une évocation de la misère, de la maladie et de la mortalité enfantine qu'on peut lire ici entre les lignes. Et vous vous rappelez que dans sa propre famille, les enfants morts en bas âge ont été plus nombreux que les survivants. Il est sollicité, André Coindre, le 5 décembre 1813 à la cathédrale de Lyon pour prononcer le panégyrique pour l'anniversaire du couronnement de l'empereur Napoléon Ier et de la victoire française d'Austerlitz contre les Autrichiens et les Russes. Pour être chargé à 26 ans d'une pareille tâche, faire un panégyrique, il fallait qu'on le reconnût déjà comme un spécialiste de la parole. Et de fait, il surprit tout le monde par son talent, en parlant un langage à la fois littéraire et apostolique. Le succès fut complet. Et alors, rien d'étonnant qu'après 2 ans et demi de ministère à Bourg-en-Bresse, il est invité par le vicaire général à s'associer à d'autres prêtres pour former une équipe de missionnaires. Qu'est-ce qu'on appelait une mission? Ne pas confondre avec les zones de pastorale dont j'ai parlé tout à l'heure. La mission ici, c'est une sorte de session-retraite organisée pour un groupe de paroisses en vue de réanimer ou de l'établir dans son intégrité la vie chrétienne qui avait été tellement bouleversée pendant la Révolution. La mission consistait dans des prédications, des propositions sacramentelles, baptême, mariage, et des célébrations diverses, prières publiques, cérémonies, processions. Donc, il est invité à s'associer, André Coindre, à une société de missionnaires, généralement appelée par son lieu d'implantation, une ancienne chartreuse. Ils étaient donc appelés les Chartreux. Le groupe existe toujours et on l'appelle toujours encore les Chartreux. Ils sont actuellement une société d'une trentaine de prêtres. Et en même temps, André Coindre est nommé vicaire à la paroisse Saint-Bruno, qui est la paroisse de la Maison Coindre, notre paroisse. L'église Saint-Bruno, vous la voyez là. Mais cette activité missionnaire ne l'empêchera pas de se vouer à d'innombrables œuvres. Donc missionnaire, oui, mais pas seulement. À Lyon, en 1815, au moment où il vient d'être nommé vicaire à Saint-Bruno et où il va s'engager comme missionnaire, André fait la connaissance des prisons de Lyon, dont il deviendra un visiteur régulier. Il s'intéresse surtout aux jeunes, de 13 à 20 ans. Il y avait même en prison parfois des enfants de 8 ans. Il participe aux réflexions et aux initiatives des chrétiens engagés dans les structures pénitentiaires qui obtiennent qu'on sépare les jeunes prisonniers des adultes. Première étape. Les jeunes, on cherche à les instruire, à les éduquer, à les former, y compris sur le plan religieux.
Mais une question va devenir de plus en plus lancinante pour André Coindre: séparer les jeunes des adultes, les instruire, les former, c'est excellent, mais que deviendront-ils en sortant de prison? Comment faire pour qu'ils ne retombent pas immédiatement dans la spirale de la délinquance? Cette question hantera notre fondateur et sera décisive dans la fondation du Pieux Secours dont nous allons parler dans un instant, et des frères. Mais auparavant, un jour, on ne connaît pas la date précise, probablement en 1816, André Coindre amène de Lyon 2 petites filles, sans parents, sans asile, recueillies littéralement dans la rue. Il les confie à des personnes charitables, puis lorsque d'autres orphelines ou enfants de familles très pauvres sont venus s'adjoindre aux 2 premières, aux sœurs de Saint-Joseph, le petit groupe devient une providence. Qu'est-ce que c'est qu'une providence? C'est une institution de bienfaisance créée pour recueillir les enfants pauvres afin de leur donner une solide formation chrétienne et de leur enseigner un métier pour qu'ils puissent gagner leur vie. On demandait parfois une petite pension quand c'était possible, qui diminuait à mesure que le travail de l'enfant devenait commercialisable. Une association, paroissiale généralement, aidée par les aumônes à équilibrer le budget. André Coindre avait fondé, la même année, 1816, la Pieuse Union, une association pour les dames et les demoiselles dans le but de travailler au relèvement et à l'éducation des filles. En 1817, il lui confie la responsabilité de la petite providence qui vient de commencer et qu'il organise pour les filles dans une cellule des Chartreux. Vous savez que les Chartreux, ce sont des sortes d'ermites qui ont chacun une petite maison, petite maisonnette, avec un jardin, un atelier, un oratoire. Il y aura 40 providences à Lyon au milieu du XIXe siècle, mais il n'y en a que 2. Et encore une ne fait que commencer quand Claudine, soutenue par le père Coindre, se lance dans cette voie. Claudine Thévenet. En 1818, en effet, avec quelques dames de la Pieuse Union, André Coindre fonde la congrégation des dames des 5 heures de Jésus et de Marie, qu'on appelle aujourd'hui religieuses de Jésus-Marie, à Fourvière, avec Claudine Thévenet comme supérieure générale. Voilà pour les sœurs. Les frères. Pour répondre aux besoins des jeunes délinquants sortant de prison, André Coindre avait cherché à les placer dans les lieux de formation professionnelle, des ateliers de la ville dirigés par de petits patrons, comme nous l'avons vu tout à l'heure, ou bien des maisons religieuses consacrées à l'éducation. Mais partout où il avait frappé, il avait subi un refus catégorique. Les sorties de prison, on ne voulait pas s'embarrasser de cas pareils. De toute façon, il n'y a rien à faire avec ces sortes de gens. Ils ont ça dans la peau. André avait donc été contraint de trouver une solution lui-même. Et il réunit donc, en 1817,
5 ou 6 garçons délinquants sortis de prison ou pour qui on cherchait une autre solution que la prison, ou orphelins, sous la direction d'un maître tisserand, et ouvre un refuge sous le nom de Providence Saint-Bruno. C'était le premier établissement de ce genre sur Lyon pour les garçons. Le local, situé dans une autre cellule de la maison des Chartreux, on a vu ce que c'était qu'une cellule tout à l'heure, ce local se révélant vite trop exigu, le père achète une propriété près des remparts, non loin des Chartreux. Vous voyez les Chartreux, paroisse Saint-Bruno, et l'institution s'y transporte en 1818. En 1821, il forme le projet de constituer une communauté religieuse pour prendre en main son œuvre, et pour ce faire, il regroupe à Lyon 2 maîtres du Pieux Secours, un jeune homme rencontré au cours d'une retraite à Belleville, donc on appelle Pieux Secours cette nouvelle implantation-là. La maison Coin s'y trouve là-dedans actuellement. Donc il regroupe à Lyon 2 maîtres du Pieux Secours, un jeune homme rencontré au cours d'une retraite à Belleville et un groupe de 7 laïcs qui menaient à Valbenoît, près de Saint-Étienne, on reverra ça, une sorte de vie communautaire, 7 laïcs, à l'aide de leur curé, M. Rouchon, tout en travaillant en ville. Donc 10 personnes qui feront à Fourvière le 30 septembre, vous connaissez bien cette date, dans cette vieille chapelle primitive de Fourvière, au terme d'une retraite de 8 jours, des vœux privés prendront des noms religieux et recevront l'obédience de 2 providences. Voilà la chapelle aujourd'hui. Ils vont donc recevoir l'obédience de 2 providences, 5 au Pieux Secours à Lyon, et 5 à Valbenoît, près de Saint-Étienne. Les frères du Sacré-Cœur, de Jésus et de Marie, comme on les appelait à ce moment-là, sont nés. Mais après à peine quelques mois après la célébration de Fourvière, contrairement à l'entente conclue avec le père Coindre, le curé Rouchon de Valbenoît veut organiser l'œuvre à sa manière et en prend lui-même la direction. Et les 5 frères lui emboîtent le pas, au moins pour un moment. Devant la situation, André Coindre, refusant la contestation et la polémique, remet au curé Rouchon ses frères et la maison vers Noël 1821. Fondation fin septembre 1821. À Noël déjà, rupture, scission, 5 d'un côté, 5 de l'autre. Peut-on imaginer la peine du fondateur qui voit d'un seul coup sa congrégation se réduire de moitié? Et pourtant, on ne trouvera dans ces lettres aucune réaction d'amertume, d'animosité ou de ressentiment contre quiconque. Ce détachement face à ses propres créations se retrouve à maintes occasions dans son existence. En 1823, c'est la fondation à Monistrol, à 90 km au sud-ouest de Lyon, d'une école et d'un noviciat pour les frères.
Avec la fondation de cette école, une école primaire, André Cohen s'ouvre à un autre type de besoin qu'il n'avait pas encore rencontré directement, lui l'homme de la ville. Mais au cours des missions, il avait été témoin de la situation désastreuse des jeunes ruraux livrés à eux-mêmes, sans éducation et sans avenir. Pour ce jeune public-là, ce qu'il fallait, c'était des écoles. Sans abandonner la providence du pieux secours, c'est en ce sens, désormais, qu'il orientera son activité. Une deuxième raison pousse André Coindre à créer des écoles rurales, c'est sa conception des missions, ces grandes réunions de formation dont j'ai parlé. Pour lui, ces grandes manifestations doivent constituer un point de départ et non pas un point d'arrivée. Comment prolonger et pérenniser l'œuvre de la mission? En établissant des institutions durables, comme des confréries, des mouvements pour les enfants et la jeunesse. Mais ces sortes d'associations auront toujours une existence précaire, trop liée à des personnes, à des curés, des vicaires, des paroissiens engagés, et auront toujours une influence limitée. L'école, elle, constituera une institution stable, dont l'influence se perpétuera dans les générations à venir. En effet, écrit André Coindre quelque part, la religion, cette fille de lumière, n'a jamais eu de plus grands ennemis que les ténèbres de l'ignorance et la grossièreté des esprits sans culture. André Coindre veut fonder des écoles primaires. C'est à Monistrol qu'en 1824, les frères seront constitués en congrégation officielle par l'émission des premiers vœux publics. À Fourvière, c'était des vœux privés que chaque frère avait fait séparément au confessionnal avec André Coindre, parce que la communauté n'était pas encore reconnue officiellement par le diocèse de Lyon. Et là, la communauté naissante est reconnue par l'évêque du Puy, où se trouve Monistrol. Le Puy, c'est là où se trouve Paradis. On en reparlera. Dès lors, les établissements scolaires vont rapidement se multiplier. 10 en 3 ans, en plus du pieux secours. Comment expliquer qu'il y ait eu tant de fondations en un temps aussi court? Le père Coindre ne faisait que répondre aux demandes des curés qui le harcelaient de tous côtés. Preuve, d'une part, de l'immense besoin des villes ou des paroisses, et preuve, d'autre part, de la qualité de l'éducation donnée. Il est vrai, comme je l'ai dit, jusqu'à cette date, les rares maîtres d'école en campagne avaient bien mauvaise presse. Ce sont les congrégations de religieux enseignants qui ont redoré le blason de la profession enseignante. La formation des candidats, des frères, peut sembler avoir été insuffisante. C'est un fait, mais celui qui en ferait grief au père Coindre manifesterait une piètre connaissance de l'histoire. André Coindre était le premier à déplorer cet état de fait. Vous l'avez entendu, il disait « La religion n'a jamais eu de plus grands ennemis que les ténèbres de l'ignorance et la grossièreté des esprits sans culture. » Donc, il était partisan de la plus grande formation possible. Mais il était obligé
d'avoir recours à une formation brève, comme il l'explique dans une lettre au frère Borgia, parce qu'il n'arrivait pas à trouver l'argent nécessaire pour une formation plus longue. Déjà, les novices devaient payer leur pension pendant une partie ou même la totalité de leur formation, sauf quand ils n'avaient vraiment aucune ressource de quelque provenance que ce soit. Après quelques mois d'une formation professionnelle, entre guillemets, donnée après le noviciat, il fallait donc les mettre au travail tout de suite, c'est-à-dire les placer dans une école pour qu'ils puissent gagner leur vie et procurer un petit revenu pour les besoins généraux de l'Institut. En outre, même les prêtres en général ne bénéficiaient que d'une formation hâtive. Ce n'est pas tous qui avaient eu la chance de fréquenter des séminaires privilégiés comme Notre-Dame de l'Argentière. L'évêque de Soissons déclarait qu'il préférait travailler la vigne du Seigneur avec des ânes plutôt que de la laisser en friche. C'était pas bien la vie d'André Coin. En tout cas, ce nouveau champ d'apostolat amena au père Coindre d'incessants tracas. Quel tracas! Ici, des négociations pour obtenir les conditions indispensables à l'installation d'une communauté. Là, des règles ou des directoires à établir et à envoyer aux écoles pour leur propre fonctionnement. Ailleurs, des réponses aux gens qui demandaient des renseignements sur la congrégation des frères, ou des démarches à faire pour répondre aux plaintes sur des écoles qui ne marchaient pas bien, ou sur des frères qui laissaient aller, qui laissaient à désirer, ou des transferts à opérer, parce que certains membres d'une communauté n'arrivaient plus à s'entendre. Il fallait trouver des solutions. Et tout cela pendant son temps libre, si je puis dire, à la fin d'une journée de mission épuisante, ou au milieu de la nuit, ou entre deux missions, en plus des innombrables soucis dans le gouvernement de ces trois congrégations, les prêtres, les frères et les sœurs. Je n'ai pas parlé des prêtres. Je dis un mot maintenant. André Coindre, à la demande de l'évêque du Puy, avait aussi fondé une congrégation de prêtres missionnaires du Sacré-Cœur à Monistrol. Au milieu de ces incessantes activités comme missionnaire et prédicateur, à travers les différents soucis si nombreux et si absorbants amenés par les écoles, malgré des voyages fatigants et interminables, et en dépit d'une santé qui ne l'a jamais bien servi, André Coindre suivait de près le développement de ces communautés. Il présidait souvent la prise d'habits et les professions. Il assistait aux distributions des prix au Pieux Secours, l'institution la plus chère à son cœur, avec la présence de tous les membres de l'association des bienfaiteurs. Il surveillait le noviciat de Monistrol et nommait lui-même le personnel. Et il écrivait des quantités de lettres, en particulier à Claudine Thévenet et au frère Borgia, qui était le directeur des frères. Heureusement, quelques-unes de ces lettres nous sont parvenues, une vingtaine, pas plus, écrites au frère Borgia et à un ou deux autres frères. En les lisant, nous prenons conscience à quel point notre fondateur était attaché à chacun de ses frères, comme il prenait leur défense en soulignant leur bonne volonté, leurs bonnes intentions, en dépit de leurs insuffisances. Les lettres laissées par le père Coindre nous aident grandement à voir ce côté de son cœur.
les derniers mois. En 1825, l'évêque de Blois, qui avait connu André Coindre comme missionnaire, lui demande un de ses auxiliaires pour diriger son grand séminaire. André propose le père Montagnac, son bras droit, chez les prêtres missionnaires, mais l'évêque du Puy s'y oppose. Alors le père Coindre s'offre lui-même pour le poste et donc résigne sa charge de supérieur général des missionnaires de Monistrol. Cette démission surprend moins quand on sait que l'évêque songeait alors à faire main basse sur les meilleurs missionnaires pour les placer comme curés. Les besoins du diocèse étaient tellement vastes. Au début de février, nous voici donc à Blois. L'évêque l'accueille avec empressement, le nomme supérieur du grand séminaire, vicaire général et chanoine honoraire. Vous avez les documents officiels, écrits en latin. Coindre, vicaire général, là c'est dans l'annuaire diocésain. Alors là c'est en français. Coindre, supérieur du séminaire, en français. André se lance dans ses nouvelles fonctions avec l'ardeur qu'on lui connaît, ajoutant la prédication du carême où il émerveille ses auditeurs, correspondant avec les missionnaires de Monistrol qu'il vient de quitter et avec ses frères et sœurs de Monistrol et de Lyon, à qui il envoie les plus belles lettres qu'il ait jamais écrites. Passant des jours et surtout des nuits à préparer des notes et à composer des textes pour réfuter les attaques contre la religion et l'Église contenues dans les journaux et gazettes de l'époque. Il y a eu une grande activité anticléricale à ce moment-là. Et donc André passe ses jours, quand il a du loisir, et ses nuits, à préparer la réponse. Bref, il épuise en quelques semaines les forces qui lui restaient. Les conséquences ne se font pas attendre. Le 10 mai 1826, c'est une sorte d'état dépressif qui se manifeste par la fuite de la vie commune et l'isolement dans sa chambre. Mais le 13 mai, il fait aux séminaristes un entretien sublime sur la volonté de Dieu qu'il achève en pleurant. C'est à peine s'il peut célébrer ensuite la messe. Sommé par l'évêque de prendre du repos, il se retire quelque temps à Tours, chez les missionnaires de Saint-Martin, des anciens compagnons de labeur, où il a la prémonition de sa fin prochaine. Quelques jours plus tard, on le fait entrer à l'hospice de Blois pour le faire soigner, mais rien n'y fait. Il ne peut quitter le lit, il prononce des propos incohérents. Jour et nuit, des séminaristes le relaient pour le veiller. Le 28 mai, jour de la fête Dieu, il jouit d'une ultime rémission, de celle qui annonce la fin. Il peut même sortir dans le parc et s'entretenir avec des amis. Mais dans la nuit du 29 au 30, avant que ses gardes n'aient pu réagir, il ouvre la fenêtre et se précipite dans le vide. Il meurt pratiquement sur le coup. Il a été anéanti en 20 jours. L'origine du mal nous demeure inconnue. On parlait de fièvre cérébrale. Qu'est-ce que ça veut dire?
transport de gouttes au cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Typhoïde galopante, etc. Il me semble en tout cas qu'on peut reconnaître clairement deux symptômes, le délire et les hallucinations. Plusieurs d'entre vous peut-être ont connu, comme moi, le cas de ces malades qu'une fièvre très forte, associée à un surmenage prolongé et à l'absence de sommeil durant plusieurs jours, a amené à de tels comportements de démence. Moi, j'ai connu ça. Certaines formes de palu présentent d'ailleurs des symptômes tout à fait semblables. Chose curieuse, le frère Marius Drevet, un frère de France, décédé il y a quelques mois, passionné par la recherche sur André Coindre, a découvert des documents indiquant que plusieurs missionnaires de la région de Tours avaient souffert pendant la même période de troubles semblables. On peut alors penser à quelque chose comme la méningite. Hypothèse. Le geste du père Coindre s'explique d'ailleurs, peut-être plus simplement si je puis dire, par une souffrance physique extrême qui fait perdre toute raison. À l'heure de la mort, il y a des gens qui se sont jetés par la fenêtre par excès de douleur. Ils ne s'appartenaient plus. Ils étaient complètement dépassés par la douleur. Et Thérèse de l'Enfant Jésus disait à sa prieure, « Veillez, ma mère, lorsque vous aurez des malades en proie à d'aussi violentes douleurs, à ne laisser auprès d'elles des médicaments qui soient du poison. Je vous assure qu'il ne faut qu'un moment, lorsqu'on souffre à ce point, pour perdre la raison. Et alors, on s'empoisonnerait très bien. » On imagine l'immense retentissement de cette mort au grand séminaire, dans la ville et le diocèse et auprès de ses congrégations. C'est la consternation partout. La disparition si soudaine d'un pareil talent, à l'âge de 39 ans, au moment où il se disait l'homme le plus heureux, comme en son centre et en son élément. C'est lui qui parle. Je suis l'homme le plus heureux, comme en mon centre et en mon élément. Quelques semaines après les brillantes prédications du Carême, et quelques jours seulement après la rédaction de Lettres admirables, cette disparition fit l'effet d'un coup de tonnerre. Les circonstances tragiques du décès furent presque toujours laissées sous silence. On ne savait pas trop comment évoquer un geste qui ressemblait tellement à un suicide à une époque où la psychiatrie n'existait pour ainsi dire pas. Vous avez dans l'annuaire numéro 90 un article du frère Jean-Pierre Ribaud, décédé lui aussi il y a quelques mois, autour de la mort d'André Coindre. En matière de conclusion, alors ça c'est le certificat de décès, certificat d'inhumation du père André Coindre. Et à titre de conclusion, notre père André était un homme assez grand pour son époque, 1,72 m, alors que la moyenne c'était 1,65 m. Et en apparence robuste, en apparence seulement. En réalité, il eut toute sa vie une santé précaire. Plusieurs lettres y font une allusion discrète. Mais André a toujours refusé de s'apitoyer sur lui-même. À cause de ses excès de travail, de l'inconfort de ses très nombreux déplacements, de la rigueur du froid dans des appartements sans chauffage et des églises glaciales, il souffre, tout jeune encore, de la goutte. Au contraire, sur le plan psychique, rien n'a jamais pu laisser un quelconque déséquilibre.
ni même une fragilité. Cependant, dans le dernier livre concernant André Coindre, œuvre oratoire, écrit par Jean-Pierre Ribaud, on trouve en annexe un fragment de lettre qui m'a frappé. Voici comment l'auteur en présente le contexte. Je cite, « Suite à une démarche effectuée à l'automne 1814 par un prêtre qui voulait enrôler André Coindre dans le corps des missionnaires de France, qui avait son siège à Paris, le conseil épiscopal de Lyon, pour le garder dans le diocèse, lui aura proposé une promotion, la charge d'une cure importante ou la direction d'un séminaire, par exemple. André Coindre est alors âgé de 27 ans. Alors que s'affirme son goût pour la prédication et la satisfaction de ses auditeurs, il se voit mal assurer la mission qu'on envisage de lui confier, et il s'en ouvre à ses supérieurs avec franchise et détermination. Et voici le passage de la lettre d'André qui nous intéresse. De là, c'est-à-dire de mon attirance pour la prédication, je crois devoir imprimer une touche à mon ministère, et l'opinion bien prononcée des pasteurs et des peuples me confirme dans cette pensée. De là, mon esprit se fatigue, mon pauvre cœur se froisse, ces pensées m'accompagnent partout, je n'en dors point, et j'en tomberai infailliblement malade si on ne me fait pas la grâce de m'en décharger. Je vous supplie donc avec tout le respect, la soumission dont je suis capable, plaidez ma cause auprès de mon Seigneur, faites-lui sentir mon triste état. Donc, André Coindre se sent tout à fait à sa place dans la prédication. Ses auditeurs le confirment. Mais la proposition d'un poste important de gouvernement ou de gestion l'épouvante, au point de le déstabiliser. Je relève la phrase, mon esprit se fatigue, mon pauvre cœur se froisse, ces pensées m'accompagnent partout. Je n'en dors point, et j'en tomberai infailliblement malade si l'on ne me fait pas la grâce de m'en décharger. D'après cet extrait, on doit supposer chez André Coindre une sensibilité si aiguë qu'elle peut amener chez lui des réactions physiques et psychiques considérables. Est-ce qu'on peut extrapoler de ce fait à ce qui est arrivé à Blois? Ou faut-il penser que la tragique histoire finale apparaît un phénomène isolé chez cet homme brillant que la passion pour Jésus-Christ a fait trop oublier les contingences terrestres et l'a fait se lancer à corps perdu dans des activités accaparantes qui l'occupaient tout entier, la nuit comme le jour. Mais on peut aussi, même si on n'en a aucune preuve formelle, penser que les événements révolutionnaires à Lyon durant ces premières années ont pu créer de sérieux traumatismes profondément enfouis dans la conscience. Il a pu être témoin de scènes effrayantes, perquisitions, arrestations, exécutions peut-être. Et on imagine ce que pouvaient être les conversations à la maison pendant cette période bouleversée et angoissante. Voilà donc présenté en peu de temps la vie et l'œuvre d'André Coindre, notre père et notre fondateur. Cette seule vue panoramique, ce seul survol nous laisse bouche bée, tant nous voyons d'énergie, d'initiatives géniales, de réalisations diverses. Mais l'essentiel reste encore à dire. Il nous faut aller jusqu'au cœur d'André pour y saisir la source
de cette prodigieuse existence. Voilà pourquoi nous essaierons de voir plus profond, en examinant un peu par la suite le charisme de notre fondateur. Vous pourrez aussi, en lisant et en méditant les lettres d'André, le frère Ressus vous y aidera, vous pourrez entrer en contact avec l'intime de son être, le plus important. Espagnol.